Les gens, suite à ma projection de report de voix qui permettait de comprendre un petit peu les scénarios possibles pour la présidentielle 2027, notamment la potentielle victoire de la gauche de rupture, soit Mélenchon, soit une autre personne sur un programme NFP, face à Bardella au second tour. Donc suite à ça, voilà, ce post-là que j'avais fait, quelqu'un a fait le taf. Quelqu'un a juste fait le taf. C'est-à-dire que cette personne a pris mon tableau de simulation pour 2027, NFP vs Bardella, et il a fait une analyse méga détaillée, statistique, genre vraiment ultra intéressante. Merci beaucoup à cette personne. Je sais pas si, du coup, le pseudo c'est Trucmuche. Je sais pas exactement si t'es dans le chat ou quoi, mais vraiment, t'as géré pour le coup. On va regarder ce thread. Pour rappel, j'avais mis en open source mon tableau. Beaucoup de gens avaient remis en question ce que je racontais, mais j'avais publié le tableau le lendemain. Hein, parce qu'ici, nous, on publie les données dès qu'on prétend quelque chose basé sur des chiffres. Les chiffres sont publics et sourcés instantanément, contrairement à d'autres. J'avais publié le tableau. Donc, cette personne qui a fait les maths et tout a fait un thread. Déjà, bonne nouvelle, le fichier est clean. J'ai tout recompté. 50 millions d'inscrits, les reports tombent juste, la compta est nickel. NFP, 17,78 millions de voix. RN, 0,76 millions. Au T2. T2, c'est deuxième tour. Ça change des gens qui se plaignent H24. Ah ouais, non, mais franchement, ce thread, moi, je suis trop content parce que d'habitude, quand je fais un travail comme ça, la réponse en face, c'est de dire que je suis d'élu, je raconte n'importe quoi. Jamais personne travaille, en fait. Les gens sont juste tous des gros feignants qui font jamais rien en face, alors que nous, on essaie de travailler, de proposer des trucs. Là, pour le coup, la personne a vraiment taffé. On va voir à quel point le thread est poussé, mais vraiment, c'est super. 1 million de voix d'avance, jusqu'à là, c'est solide. Voilà la matrice de report mise en forme. Chaque case égale la probabilité qu'un électeur du bloc X au T1 vote NFP, RN ou s'abstienne au T2. C'est le cœur du modèle. Tout le reste en découle. Donc, la personne a vraiment compris ce que j'ai fait. Donc, c'est une modélisation de l'élection présidentielle et pour essayer de voir quelles sont les issues possibles. Mais le sujet, c'est pas tant est-ce que 2 plus 2 égale 4 dans le tableur. C'est plutôt est-ce que les hypothèses de report sont solides. Et surtout, de combien faut-il les bouger pour que le résultat s'inverse. Exactement. Voilà, je suis totalement d'accord. C'est ça la question. Moi, j'ai été méga clair, mais je vais le redire. Ce que je vous dis là, le screen, n'est pas une prédiction de ce qui va se passer en 2027. C'est juste un des nombreux scénarios possibles, une de l'infinité de scénarios possibles en 2027. Et j'ai choisi celui-là parce que je pense qu'il n'est pas éloigné du scénario moyen par rapport à tout le panel de scénarios envisageables. C'est pas éloigné d'un truc plutôt réaliste, plutôt possible. Et en même temps, ça permet de vous sortir du dooming et de la propagande de masse qui vous fait croire que la gauche n'a aucune chance face à l'extrême droite au second tour. Mélenchon perdrait à coup sûr contre Bardella. Il y a même des sondages qui disent Mélenchon perdrait à 60... il serait battu... lui ferait 20% et Bardella ferait 80%. Enfin, il y a des choses délirantes qui vous sont présentées. Et c'était vraiment pour contrer la propagande de l'extrême droite et de la droite, hein, et du statu quo, de la classe capitaliste, des médias mainstream. Donc, c'est pas une prédiction. Et j'ai jamais affirmé que c'est une prédiction. Et cette personne est de bonne foi et, en effet, corrobore ce que je dis. Donc, quelles sont les conditions pour que le résultat s'inverse ? Très bonne question. En réalité, cet écart de plus 1 million de voix repose sur 3 moteurs très précis. J'ai décomposé bloc par bloc. Contribution nette égale pourcentage vers NFP, pourcentage vers RN, fois volume du bloc. Donc là, il a fait une analyse statistique un peu plus poussée que ce que j'ai fait, avec pour base mon travail. Et il a fait la contribution nette par bloc. Donc par exemple, là en vert, vous avez qu'est-ce qui contribue aux voix NFP au second tour ? Et bah, c'est le truc qui contribue le plus, c'est le NFP socle, c'est-à-dire les gens qui ont déjà voté NFP au premier tour. Ensuite, les électeurs Glucksmann premier tour, les électeurs Hollande premier tour, les électeurs Philippe premier tour. Donc voilà, il a repris les hypothèses de premier tour que j'avais faites moi. Et il a regardé, c'est très très simple à faire, il faut juste rajouter une colonne du tableau pour faire ces chiffres-là. Et là, pareil, en contribution négative, ceux qui contribuent le plus négativement, Bardella socle. Donc le graphe parle de lui-même, l'écart n'est pas diffus. L'écart, donc l'avance de l'NFP, tient sur Glucksmann, Édouard Philippe et le flux RN vers NFP. Attends, le flux RN vers NFP ? Glucksmann plus Hollande rapportent à eux seuls plus 4,6 millions de voix nettes au NFP. C'est le premier moteur.
Leur discipline de report, 80 à 90% vers NFP, est l'hypothèse la plus optimiste du modèle. Si les électeurs Glucksmann font du tout sauf Mélenchon, ça s'effondre très vite. Bon, moi je trouve ça très improbable, personnellement. Mais bon. Deuxième moteur, le bloc Philippe. 7,2 millions de votants, avec un tout petit différentiel de plus 12 points en faveur du NFP. Merci d'admettre que déjà j'étais Stillman, parce que j'ai pas mis un énorme différentiel. Ça donne plus 866 000 voix, petit taux, gros volume. Si le blanc/nul explose chez les centristes, ça bascule. Encore une fois, j'ai jamais affirmé le contraire, hein, ce trade est juste. Troisième moteur est le plus fragile. Mulch postule que 5% des électeurs de Bardella au T1 votent NFP au T2. Sur 11,4 millions, ça fait 570 000 voix. Le problème, c'est qu'empiriquement, le flux RN vers gauche... Le problème, c'est que empiriquement, le flux RN vers gauche au second tour, c'est plutôt entre 0 et 2%. Les données Ipsos 2022 sont sans appel là-dessus. Moi, je vous avoue, j'ai même pas réfléchi, j'ai mis 5% comme ça, un peu par défaut, parce que, je sais plus, j'avais vu des chiffres, mais en vrai, oui, tu peux le mettre à 2%, 0% si tu veux même. Pour visualiser quel bloc pèse le plus, voici le Tornado Chart. Le Tornado Chart. Donc là, c'est des trucs, moi, je suis pas expert de stats, je me souviens plus de mes cours de stats en détail, mais... Tornado Chart, levier de chaque bloc. En gros, je pense que l'idée de son analyse, c'est d'essayer de voir quand tu bouges tel curseur et des votes premier tour et surtout là, je pense qu'il parle des reports. Tu bouges tel curseur des reports, à quel point ça va affecter l'issue du second tour. Pour voir un peu la robustesse, mais il est allé encore plus loin après ce Tornado Chart. L'ordre de levier, c'est le volume point. Il y a trop de chiffres, j'ai les neurones qui grillent, on peut pas juste dire Mélenchon va gagner. Ça peut être bien de regarder les chiffres quand même. Normalement, vous devriez pas avoir les neurones grillés de regarder ce thread qui est... J'avoue, là, il y a du jargon, Tornado Chart, même moi je connais pas, mais attends, Tornado Chart. Je vous invite à rester curieux et ouvert d'esprit quand vous voyez des maths quelque part et de pas avoir une réaction négative, s'il vous plaît. Ok, c'est pour comparer l'importance relative de plusieurs variables. Maintenant, le nerf de la guerre, les seuils de bascule. Pour chaque paramètre clé, j'ai calculé la valeur exacte à partir de laquelle NFP gagne devient RN gagne. Et c'est là que le modèle montre ses limites. Flux RN vers NFP, seuil à 0,5%, tu le mets 5%. Marge de manœuvre quasi nulle. Discipline Glucksmann, seuil à D égale 0,54, tu mets 0,79. Si son report NFP tombe de 80 à 65%, c'est fini. Philippe, seuil à D-0,02, tu mets plus 0,12. Suffit que le blanc nul domine. Seuil de bascule des 3 paramètres pivots. Donc il a choisi 3 paramètres sur lesquels jouer pour les reports de voix. Ok, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Ah oui, beaucoup de gens ont un réflexe allergique face aux maths et aux statistiques. Ouais, je vous invite à vous remettre un peu en question si vous avez ce réflexe-là. Enfin... C'est pas parce que vous avez eu des mauvaises expériences avec peut-être des profs qui vous ont mal parlé du sujet des mathématiques et des statistiques. C'est pas pour autant qu'il faut pas essayer de comprendre quand même ces choses-là. C'est très important. Ça pourrait même vous exciter intellectuellement. Les profs de maths, un PB, bah ça dépend. Moi, j'ai des bons profs de maths globalement qui m'ont vraiment intéressé au sujet de fond. Donc bon, peut-être pas tout le monde a eu cette chance, c'est sûr. Seuil de bascule sur les 3 paramètres pivots. Flux RN NFP. Donc en gros, là, il a fait des trucs genre... En gros, là, c'est simple. Il dit, imaginons que ce flux-là, il est plus bas et imaginons que c'est plus élevé et faisons tout un panel de scénarios. On fait varier ce truc-là, on fait varier la discipline Glucksmann et on fait varier le bloc central. En tableau, c'est encore plus parlant. Quand on regarde la colonne tolérance, le flux RN vers NFP a 4,5 points de marge. Glucksmann en a 25, Philippe en a 14. Ça veut dire que la conclusion dépend d'abord et avant tout de ce petit 5% de flux RN vers NFP, c'est le maillon faible. Donc en gros, il est en train de dire le maillon faible de mon analyse, c'est que je surestime le flux RN vers NFP et genre ce truc-là, en fait c'est logique parce que les électeurs RN au premier tour, moi j'ai pris une hypothèse que même, c'est peut-être même surestimé le RN, hein, mais j'ai mis que Bardella faisait un score de 30% au premier tour dans mon truc quand même. Hein. Ce qui est délirant, genre d'avoir un parti fasciste en France où il y a 30% des votants qui vont voter pour lui. Déjà, c'est incroyablement effrayant. Mais si ça se trouve, Bardella va faire 22% au premier tour. Genre, il n'y a rien qui nous dit qu'il va faire 30%. Hein.
Oui, donc dans une hypothèse où il faisait 30% au premier tour, le bloc de gens qui votent pour lui au premier tour est tellement massif qu'en faisant varier le report de 5% à 2%, déjà, on diminue le nombre de voix pour le NFP au second tour massivement, alors que ça semble être vraiment similaire comme scénario, 5%, 2%, 0%. D'ailleurs, moi, j'avais fixé ça un peu arbitrairement, sans réfléchir, parce que je me suis dit, on s'en fout un peu de ces chiffres-là. Mais en vrai, c'est vrai que c'est beaucoup de voix au final. Hein. Preuve par l'absurde, j'ai fait un stress test. Je garde le T1 à l'identique et je change juste 3 valeurs. Avec RN vers NFP à 1%. Philippe neutre, Glucksmann à 65%. Résultat, le RN gagne 2,72 millions de voix. Des ajustements mineurs sur des paramètres discutables inversent tout. Ok, base Badmulch, NFP, donc là c'est second tour, NFP gagne face à RN avec 1 million de voix d'avance. Stress conservateur, wow, what the f... Attends, il est sérieux? Stress conservateur, optimiste, mobilisation. Ouais, donc là il montre que le second tour ça peut vraiment varier massivement en fonction de comment on fait varier les reports de voix, quoi. Qui est de base évident, mais bon, c'est bien de le mettre en évidence aussi avec des chiffres si on veut. Ah oui! Oh non, ça j'aime vraiment pas ce type de graphique. Il a pas fait partir l'axe des ordonnées de 0. Oh non, faut surtout pas faire ça. Là. S'il te plaît, truc muche, fais pas ça. S'il te plaît, fais jamais ça. Genre vraiment, ça induit en erreur. Ok, donc oui, ok, l'axe il part de 14 millions de voix et il va jusqu'à 20 millions, donc c'est pas des si grosses variations. Ouais, il m'a cassé les couilles un peu. Hein. Non, là c'est pas grave. Si, moi ça m'a cassé les couilles. Alors, qu'est-ce qui conclut tout ça? Tout ça, c'est de l'analyse un paramètre à la fois. Mais dans la réalité, tous les paramètres bougent en même temps. Donc j'ai fait ce que font les vrais modélisateurs, une simulation Monte-Carlo. 100 000 tirages. 3 méthodes, de la plus naïve à la plus réaliste. Alors, simulation Monte-Carlo, intuitivement, vous pouvez comprendre un peu ce que c'est. Il va faire varier les paramètres clés qu'il a décrits là. Et il va tester toutes les combinaisons de reports avec une loi normale ou un truc comme ça. Enfin, j'imagine. Hein, Gaussienne sur chaque paramètre. Voilà, il le dit juste après. Voilà, c'est bien ça, loi normale. En gros, voilà à quoi ça ressemble une courbe de Gauss. Vous avez le schéma ici. Et ce que ça veut dire dans la simulation du gars, c'est que il a fait varier le report de voix dans un tas de scénarios avec cette forme-là. Ça veut dire les reports de voix qui sont le plus éloignés de la valeur moyenne, je pense que c'est les valeurs que moi j'avais données initialement, et elles sont moins représentées et celles qui sont plus près du centre sont plus représentées avec une variation comme ça. Donc en gros, le report de voix genre Glucksmann vers NFP, il le fait varier avec cette courbe-là. Pareil pour RN, pareil pour les autres paramètres, vous voyez. Je sais pas si c'est compréhensible comme ça, mais capté. Ok, bon. S'il y a des gens qui ont un peu compris, c'est bien. Donc, méthode naïve, gaussienne sur chaque paramètre, on tire au hasard, on compte qui gagne, résultat, probabilité de victoire de NFP, 84%. Confortable. Mais cette méthode a 2 défauts. Elle ne respecte pas la contrainte du simplex et les blocs sont indépendants. Ah bah oui, c'est bête. Puisque si tu changes un report, les autres doivent forcément changer, on est d'accord, donc c'est un peu absurde. Tu pourrais pas baisser les 3 paramètres simultanément. Genre, il y a un problème de somme de voix qui ne marche plus. Méthode 2, on passe aux distributions de Dirichlet. C'est la distribution naturelle quand tu as 3 probabilités qui doivent sommer à 1. NFP plus RN plus abstention égale 100%. Plus rigoureux. Ok, bon, il va pas détailler plus que ça, mais il a raison parce que c'est un peu complexe, je pense. Je sais même plus si moi j'ai fait ça même en études supérieures. Alors, avec cette simulation-là, résultat, probabilité de victoire du NFP égale 80%. Un peu plus bas parce que les queues sont plus lourdes. Méthode 3, la bonne. Dirichlet corrélé. Parce que dans la vraie vie, si le barrage républicain s'effrite, ça touche Philippe et Glucksmann en même temps. En vrai, je kiffe vraiment ce trade. Genre vraiment là, c'est quelqu'un qui a fait les maths, quoi. Genre r/ they did the math. Moi j'aime bien, j'adore les trucs de... J'adore les trucs de stats comme ça. Alors, 80%. Non, méthode 3. Méthode 3, donc méthode 3, ça donne quoi? Donc c'est dans la vraie vie, si le barrage républicain s'effrite, ça touche Philippe et Glucksmann en même temps. J'ai modélisé ça avec un facteur latent Z qui représente le climat de barrage. Résultat, probabilité de victoire du NFP, 71%. Bon, là, même moi, je capte pas les maths derrière ça, mais retenez juste le résultat. En gros, même avec des hypothèses, enfin même avec des simulations, on fait varier chaque paramètre pour voir la solidité, machin, il y a quand même des grandes chances que la NFP gagne au second tour. Bien sûr, tous ces modèles-là ont quand même des limites, hein, mais ça a l'air solide. Bah après, s'il veut vraiment
qu'on puisse le critiquer si c'est faux et tout. Il faut qu'il publie en open source tous les calculs et qu'il fasse un... Est-ce qu'il l'a fait à la fin? Est-ce qu'il a mis ses calculs en open source? Je le vois pas, donc peut-être que non. On lui fait confiance sur ça. Si quelqu'un veut refaire ces calculs-là, quelqu'un qui comprend le Dirichlet ou Dirichlet corrélé, refaites le truc, ok? Tout ça est très bien, sauf que malheureusement, la probabilité de victoire du NFP est de 100%. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Donc, de 84 à 71%, juste en ajoutant des corrélations. Pourquoi? Donc, on parle de la probabilité de victoire du NFP. Pourquoi? Parce que quand les blocs bougent ensemble dans la mauvaise direction, les scénarios catastrophes deviennent plus fréquents. Lycée 90% passe de moins 0,65 millions plus 2,6 millions à moins 2 millions plus 4 millions. Attends, c'est quoi IC? Indice de corrélation? Non, intervalle. Ah, intervalle de confiance, c'est ça? Oui, c'est des intervalles, ok. L'intervalle de confiance à 90% passe de à Donc il s'élargit, juste il s'élargit, il s'étend, l'intervalle de confiance. Les queues s'élargissent massivement, sans mauvais jeu de mots. Alors, Monte Carlo, 3 méthodes, 100 000 tirages chacune, distribution, donc ça c'est Monte Carlo, mais les deux autres... Ah non, c'est Monte Carlo avec les 3 méthodes, ok. Gaussienne, indépendante, Dirichlet indépendante, Dirichlet corrélé. Donc il y a plus d'incertitude en gros, Dirichlet corrélé. Bon après là, les gens, c'est bon quoi, on comprend le concept de son truc. Regarde quand on fait varier l'intensité des corrélations plus le barrage... regarde quand on fait varier l'intensité des corrélations, plus le barrage est systémique, tout bouge ensemble, plus la probabilité de victoire NFP baisse. À corrélation double, on tombe vers 63%. Le graphe de droite montre la marge conditionnelle au climat de barrage. Après, bon, tout ça, les gens, vous comprenez que s'il y a gauche de rupture versus extrême droite au second tour, si les gens font plus barrage à l'extrême droite, il y a plus de chances que la gauche gagne. Genre vraiment, ça, c'est des trucs, il n'y a pas vraiment besoin de refaire une simulation comme ça pour le capter. Tout est très logique intuitivement, d'accord? C'est une autre façon de dire un peu ce truc-là en passant par les maths et les simulations. Autre problème de fond et pas des moindres, on extrapole des reports de législatives vers une présidentielle. Ouais. C'est vrai que c'est une limite, ouais. Or, c'est pas le même jeu. Aux législatives, le barrage, c'est pour empêcher une majorité RN à l'Assemblée nationale. C'est un enjeu collectif concret. À la présidentielle, c'est personnel. Ouais, alors non, en fait, c'est pas personnel. Là, je suis pas d'accord avec cette phrase-là. Il n'y a pas une différence d'enjeu où aux législatives, en fait, on essaie d'éviter l'extrême droite au pouvoir, mais au présidentiel, non. Bah si, au présidentiel aussi, on veut éviter l'extrême droite au pouvoir. C'est le même enjeu. Après, est-ce qu'il y a des personnes en France qui perçoivent ça comme plus une élection personnifiée, votée pour des personnes, pour des personnalités et tout? Alors, malheureusement, plein de gens voient ça comme quelle personne je préfère entre Jean-Michel et Jean-Philippe au second tour. Ouais, malheureusement. Mais aux législatives aussi, en fait, techniquement, tu vas voter pour un député, donc tu peux aussi avoir cet enjeu de la personnalité du candidat ou de la candidate qui joue. Je ne sais pas si tu peux affirmer que c'est plus le cas pour une présidentielle que pour une législative. Je rappelle que des élections législatives, ça reste des mini-présidentielles organisées dans chaque circonscription. Après, bon, c'est sûr que les candidates et les candidats sont moins connus à l'échelle nationale, souvent parce qu'ils se présentent pour être députés, pas président de la République. Ils sont moins médiatisés et plus de gens potentiellement vont voter juste pour des étiquettes, pour des partis, sans s'intéresser à la personnalité de la personne qui se présente pour être député. Bon, après, tu peux pas le dire en disant aux législatives, c'est un enjeu collectif, concret, mais à la présidentielle, c'est personnel. Non, c'est aussi collectif et concret. Il y a peut-être un facteur de personnalité qui joue plus, mais on ne peut pas vraiment le démontrer rigoureusement. Donc bon, je nuancerai sa nuance pour le coup. Ipsos Talan, sondage 7 juillet 2024. Les électeurs ensemble se reportent à 54% sur un candidat PS, ELV, PCF, mais seulement 43% sur un candidat LFI. Ok, 43% de report entre macronistes et LFI. Je rappelle que moi, j'avais mis 37% de Édouard Philippe à candidat NFP. Donc, en fait, même là, je dis moins que ce qui a vraiment eu lieu en 2024. Donc, honnêtement, je maintiens que ce scénario-là a l'air plutôt Stillman, en vrai. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, là, il essaie de dire, ouais, mais ça change tout. Si c'est un candidat PS, ELV, PCF ou un candidat LFI, ce report de ensemble vers lui... désolé, mais pas tant que ça. Genre, tu passes de 54% de report à 43%, ok. Je rappelle que dans un des sondages
de second tour qu'ils ont sorti, le report de Gabriel Attal au premier tour vers LFI au second tour, soi-disant serait de 1%. Quelle blague! 1% de report vers LFI. Là, on parle de 54, de 43. Moi, dans mon scénario, j'ai mis 37. L'effet du candidat change tout. Ouais, ça ne change pas non plus tout. Ça tombe pas à 1%. Genre, arrêtez de... Bon, le report ne tombe pas de 54% à 10%. Ça tombe de 54% à 43%. Ça va. Argument en la faveur de LFI, Mélenchon est sous-estimé en 2022. Plus 5,5 points par rapport au sondage. Mais le pattern n'est pas systématique. En gros, ce mec cette personne a poussé assez loin. Moi, j'ai pas fait cette analyse des stats en comparant plein d'élections sur la sous-estimation des sondages. Ça serait bien de publier ça sur un site, de mettre tout ça en open source parce que vraiment, c'est des trucs assez poussés. Hein, genre vraiment, on sent que la personne a passé une journée entière à taffer ce truc-là, hein, minimum. Le pattern n'est pas systématique. En 2012, les sondages... C'est quoi cette personne? C'est quoi son... J'aime les trains. Green flag. Énorme green flag. Ok. Le pattern n'est pas systématique de la sous-estimation de Mélenchon. En 2012, les sondages l'ont surévalué. Ouais, mais mec, tu remontes à 2012. On est en 2026. En 2017, c'était quasi juste. Non. Comment ça? Ah oui, dernier sondage, la semaine avant. Oui, d'accord, tu prends... Ah oui, mais oui, résultat à 18 mois, c'est largement en dessous. Arrête de dire que la sous-évaluation de Mélenchon n'est pas systématique. Je suis désolé, tu prends les sondages à 18 mois, ce qui est plus ou moins l'échelle de temps dont on parle là. Si, là, c'est systématique. Regardez ça, c'est la courbe grise, là. À 18 mois, là, c'est largement en dessous. Là, c'est largement en dessous. 2022, c'est largement en dessous. Genre, arrêtez de dire ça. Oui, les sondages du dernier jour, ils sont mécaniquement plus précis, les sondages de juste avant le premier tour, ok? Donc là, c'était assez proche. Et encore, je pense que là, le dernier sondage, semaine avant, il prend même pas une moyenne des derniers sondages pour 2017. Là, il prend le max. Hein, désolé, mais là, je me souviens de 2017, c'était pas ça. Hein. La moyenne dans la dernière semaine, c'était pas aussi haut que ça. C'était plus sous-évalué que ça par rapport à ce qu'il a vraiment fait Mélenchon. Ok, bref. 2022, par contre, massivement sous-estimé à 18 mois et également les sondages les plus précis. Donc ça, c'est une dinguerie absolue. Mulch, on voit encore mieux ici. Ouais. Oui, de toute façon, ça, c'est un fait établi, on le sait, on en a déjà parlé 14 000 fois. Seul 2022 montre une vraie sous-estimation massive, je suis même pas d'accord. C'est ça le présupposé le plus fort. Le NFP à 22% au T1. Les sondages disent 11-13% actuellement, PTDR. Pourquoi on prend jamais en compte le sondage qui mettait Mélenchon à 17% l'année dernière? Personne ne veut jamais en parler de ça. Ok. La trajectoire historique dit que c'est possible, mais que ça n'a rien de sûr. Si Bardella est archi favori et la qualif semble hors d'atteinte, le vote utile se déclenche pas. Ça, tu peux absolument pas affirmer ça. Genre, désolé, non. J'adore parce que sur plein de trucs, la personne dit ça n'a rien de sûr, ça n'a rien de sûr. Par contre, cette phrase-là, elle est tournée comme si c'était sûr qu'il n'y a pas un effet vote utile si la qualification semble hors d'atteinte. Genre, désolé. Plein de gens disaient que l'extrême gauche, plein de gens disaient que la gauche n'a aucune chance de se qualifier au second tour en 2022. Et il y a quand même plein de personnes qui ont dit je vais voter pour la candidature en tête, même si elle semble potentiellement éloignée du second tour, parce qu'ils voulaient juste maximiser les chances de victoire de la gauche en fait. Enfin, ça n'a aucun sens d'affirmer ça. Bref. Le verdict. Ok, donc là on arrive à la conclusion. Désolé, c'était long. Le verdict, c'est que le modèle est ni juste ni faux. Il est conditionnel. Ça, c'est vrai. Et c'est sa valeur. Il transforme la gauche peut pas gagner en voici les 3 conditions pour que la gauche gagne au second tour, avec les seuils à ne pas franchir. C'est plus utile qu'un sondage. Ah bah merci de le reconnaître. Et merci pour ta contribution très intéressante à l'analyse statistique que j'ai faite. Moi, c'est ça que je voulais en faisant mon tableau de report de voix et tout. Je voulais que les gens commencent à plus réfléchir à l'élection de cette façon-là, parce que je vois très bien comment sont utilisés des sondages qui sont honnêtement, à ce stade, de la pure désinformation, utilisés pour manipuler les gens à penser que la victoire est impossible et tout. Et je voulais juste dire, non, regardez, c'est possible, arrêtez de tomber dans le piège. Et franchement, ce thread va dans le sens de montrer aux gens que c'est possible et qu'il y a des conditions, en fait. Et je suis d'accord qu'une des conditions, c'est que notamment les électeurs qui votent pour le vote macroniste n'aillent pas voter extrême droite face à la gauche et aillent voter pour la gauche face à l'extrême droite, ce qui est normalement ce que ces gens-là font.
dans un pays où ils ne seraient pas devenus tous néo-nazis. Ok, le vrai débat, c'est est-ce que le flux RN vers NFP dépasse les 0,5%? Est-ce que Glucksmann reste discipliné à 65%? Quand il dit Glucksmann, c'est les électeurs de Glucksmann au premier tour. Et est-ce que Édouard Philippe est net positif? 3 questions empiriques testables et quantifiables. Non, c'est intéressant. Hein. Muche ne propose pas une prédiction et une possibilité, reste à nous de faire l'histoire. Merci pour cette analyse. C'est très long, 1 an, et il ne faut pas oublier que la guerre fratricide au centre ne commencera réellement qu'après les municipales. Non, globalement, c'est good faith, le trade est bien, les stats sont... Moi, franchement, j'avais oublié qu'on pouvait utiliser ces méthodes-là dans des trucs comme ça, donc franchement, ça me hype. Hein. Et techniquement, je rappelle que du coup, sa conclusion avec ces simulations donne toutes plus de probabilité de victoire de la gauche que de l'extrême droite au second tour. Donc bon, pour moi, ça renforce l'anti-dooming que j'ai proposé dans ma première conclusion. Très, très, très intéressant. Et les abstentionnistes, c'est vrai que là, du coup... Il aurait dû quand même prendre en 4e paramètre la mobilisation des abstentionnistes dans l'entre-deux tours, quoi. Parce que ça, on est d'accord que le réservoir de voix abstentionniste est encore plus grand. C'est le plus grand de tous. Regardez là, dans mes chiffres premier tour, dans mon hypothèse hypothétique de premier tour. Bardella, 11,4 millions de voix. Le bloc abstention, vote nul et vote blanc, est encore plus grand. C'est le plus grand bloc, c'est 12 millions de voix. Il aurait dû rajouter ça. Allez hop, c'est reparti, nouveau thread en rajoutant un 4e paramètre et en refaisant tous les calculs. Après, franchement, si quelqu'un est méga déter et veut transformer toute cette proposition de calcul en site web avec des sliders bien développés et tout, en mode data vise, je sais qu'il y a des gens qui kiffent faire ça, dont c'est vraiment le kiff dans la vie de faire des choses comme ça. Et si c'était pas mon job d'être le streamer et tout, moi je ferais ça parce que j'adore faire ça. Malheureusement, je vais pas avoir le temps personnellement pour le moment, peut-être plus tard dans la campagne, mais je le ferai plus tard dans la campagne, peut-être si personne d'autre l'a fait d'ici là, mais allez, je sais qu'il y a des gens qui sont des développeurs, qui adorent les stats comme ça, qui veulent une interface graphique méga stylée pour prédire les élections 2027. Je vous invite à le faire. Si vous êtes chaud. Penses-tu que si LFI ne rejoint pas l'union de la gauche au premier tour, il y a un monde où la gauche n'est pas au second tour en 2027? La même question peut aussi se poser avec Glucksmann. En fait, c'est simple, les gens. C'est si les électeurs et les électrices ne se rassemblent pas suffisamment derrière la candidature en tête à gauche dans la présidentielle 2027, il y a un risque que la gauche soit pas au second tour en 2027. Genre oui, c'est possible que la gauche disperse trop ses voix parmi ses candidatures étiquetée de gauche et ne soit pas au second tour, évidemment. Bref, on est encore loin de l'élection présidentielle, il y a encore énormément de choses à faire. Je rappelle que on n'a même pas les noms des personnes, des partis et tout qui vont présenter des candidats. Il y a des gens qui disent on va y aller, nous on va à la primaire, machin. Bon, il y en a qui vont perdre la primaire face à moi. Peut-être il y en a qui vont pas respecter la primaire ensuite et vont quand même se maintenir. Donc tout ça est méga incertain. Le seul truc qui est certain, c'est qu'il y a des élections municipales dans 3 semaines et qu'il faut massivement se mobiliser pour la gauche de rupture partout, dans toute la France, dans toutes les villes à ce moment-là. Et surtout, d'ici les présidentielles, il faut faire un énorme travail de fond politique, d'aller parler à des gens qui sont éloignés de tout ça, de les ramener dans le fait de porter un intérêt à leur vie, à la vie collective en France, aux politiques appliquées, qu'est-ce qu'ils ont subi depuis 10 ans de macronisme, qu'est-ce qu'ils pensent de la montée du fascisme en France avec l'extrême droite, avec la diabolisation de la gauche, avec le racisme décomplexé dans les médias mainstream, etc. etc. Et voilà, parler autour de vous, convaincre autour de vous. De toute façon, dans tous les cas, le plus important, c'est de convaincre les citoyennes et les citoyens qu'il vaut mieux mettre la gauche de rupture au pouvoir plutôt que toutes les autres forces politiques. Genre vraiment, ça, c'est le travail de fond et ça s'appelle faire campagne. Au-delà de regarder en mettant une variable aléatoire sur tel paramètre de report de voix, en fait, le truc qui va déterminer l'élection, c'est est-ce que la gauche va convaincre les gens d'aller voter pour la gauche. C'est vraiment ça le plus important finalement. C'est la politique.